never done bonus content. No, I used to do things for my videos where I would show my bloopers. I haven't done those in a while. Yeah, those are always fun. So a couple days ago, we posted the edited, fully polished, and produced episode about your interview with Danny Roland. We did that while enjoying a fantastic bottle of 2010 Chateau Fontenine. Which surprisingly was the same price as the current bottle. Yeah, it's crazy. You know what? You told me that so they don't change the pricing on their bottles depending on vintage, which is unusual for Bordeaux. It is Bordeaux. It is unusual. When we were there, she just said, "Oh, they're all whatever the price is." So I thought it would be worthwhile because I do know there are a lot of people who listen to this podcast who speak French. And this is one as well. Even if you don't fully speak French, Danny has a very easy accent to understand. Her French is beautiful to listen to, especially the way she talks about the business and the beginning part of her career. But, thanks to Julia for being our voiceover artist for the interview. But I thought, if anything, in the interest of transparency, to let people hear what you did. And, for all the teasing I've done for you about your accent and everything, I am so proud of you for having done this interview in French. You did such a great job, Michael, and people deserve to hear this. I will tell you this. I will never do one in Spanish, though. Or probably Italian. That is much to the chagrin of... No, probably much to the joy of many people. Première chose, je veux demander qui vous êtes. I am Danny Roland. Je suis originaire de la Dordogne, un département proche de la Gironde, là. Et j'étais étudiante en médecine à Bordeaux dans les années 60 d'ailleurs, plus que 70. Et en 1968, nous n'avons pas passé les examens parce que c'était la révolution de mai 68 en France, la révolution estudiantine et sociale. Et donc, pour ne pas perdre mon année suivante, j'avais beaucoup d'amis pharmaciens qui faisaient une discipline que je ne connaissais pas qui s'appelait œnologie. Et je leur demande qu'est-ce que c'est l'œnologie. Ils me disent c'est la science du vin, l'histoire du vin en général. Je n'étais pas issue d'une famille de viticulteurs. Nous buvions à la maison du vin de temps en temps, mais c'était pas pour moi un sujet majeur. Mais ce qui m'intéressait dans l'histoire, j'étais plutôt une scientifique. Et ce qui m'intéressait dans l'histoire, c'était de comprendre qu'est-ce qui se passe avec un raisin, en partant d'un raisin, qui est un fruit, pour arriver en finale à un produit qui est un produit culturel, qui est un produit merveilleux, qui peut traverser le temps. Aucun autre fruit ne connaît une telle aventure. On peut prendre une pomme, elle va faire du cidre, mais ça n'a rien de noble. Le raisin, c'est toute une histoire, là. But what happened in between the fruit and the wine? And for me, it was the more interesting de comprendre toute cette chimie, cette physique, cette biologie, cette biochimie, cette microbiologie, tout what happened in the middle, pour moi. Même plus intéressant que de goûter le vin ou de goûter le produit final, mais de comprendre les process qu'il y avait in between. Et donc, je m'inscris en œnologie pour pas perdre mon année, mais avec l'idée de revenir en médecine l'année suivante. Bon, il se trouve qu'en œnologie, j'ai rencontré un mec, un garçon, qui, lui, était d'une famille de viticulteurs depuis 7 générations.
qui s'appelait Michel Roland. Et bon, il y a eu un coup de foudre, on va dire. Et donc, j'ai rencontré Michel, nous avons continué ensemble nos études d'œnologie et nous nous sommes mariés la même année qu'on a eu le diplôme, c'est-à-dire en 1970. C'est très vieux. Oui, c'est plus que 50 ans. Exactement. Et donc, la famille de Michel était propriétaire. Historiquement, son papa était propriétaire du château de Franc, dans les côtes de Bordeaux. Un très bel, mais un château qui avait dû se vendre pour des problèmes de succession. Mais par contre, sa maman était propriétaire à Pomerol, de Château Le Bon Pasteur. Mais donc notre idée étant un couple d'œnologues, c'était de racheter un laboratoire d'analyse. Et parce qu'à l'époque, l'œnologue, il ne s'exprimait pas autrement qu'au travers d'un laboratoire ou œnologue dans une propriété. C'était chez un négociant, mais c'était les débouchés qu'avait notre profession. On parlait pas encore de consulting, de quoi que ce soit. Donc, en 1973, nous avons racheté ce laboratoire ici, qui à l'époque n'était pas là, mais qui était à Libourne, en centre-ville. Et c'est là que nous habitions au-dessus. Je vous ai expliqué du laboratoire. Et qu'un jour, nous avons pensé qu'habiter la campagne, c'était mieux et qu'on a acheté Fontenil. Voilà. Et donc, voilà mon histoire professionnelle, un peu du début jusqu'au début de l'activité. Un peu personnel, un peu professionnel. Ok. J'ai peut-être 5 questions. À quoi ressemble la vie d'un producteur de vin à Bordeaux ou Fronsac aujourd'hui? Alors, il y a plusieurs problèmes. Historiquement, on a toujours pensé que l'important pour un propriétaire, et pour les œnologues aussi, parce que on est tous dans la même mouvance, c'était de faire des bons vins, d'essayer de comprendre son sol, d'essayer de comprendre quel type de vin on pouvait faire qui soit le plus, qui ressemble le plus à sa terre, à son terroir, mais de faire des bons vins. Et on pensait que avec nos climats qui sont très différents chaque année à Bordeaux par rapport au Nouveau Monde, on pensait que c'était ça le challenge, faire des bons vins. Et aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas le challenge principal pour un propriétaire. Aujourd'hui, il faut vendre son vin. Il faut vendre son vin. Il faut être proche de sa terre, comprendre ce qui est meilleur pour sa terre, baisser l'emploi de produits qui sont plus ou moins mauvais pour la terre ou pour l'avenir. Donc on a beaucoup de challenges nouveaux par rapport à ceux de nos parents il y a 30 ans. Parce qu'il y a 30 ans, on faisait un bon vin, on le vendait tout le temps. Aucun vin dans l'histoire ne s'est jamais vendu à différents prix, avec différents marchés. Mais là, aujourd'hui, on se rend compte qu'on est avec une foule de vins du monde entier. Et que dans un liquor store, lorsqu'un client veut acheter une bouteille, il a tellement de choix que si l'étiquette ne lui est pas un peu, s'il connaît pas un peu une étiquette, ou s'il ne connaît pas un peu l'histoire derrière la bouteille d'un propriétaire, d'une famille, il a aucun intérêt à acheter tel ou tel vin. Disons que tout est un petit peu plus compliqué sur le plan commercial, donc sur le plan communication. Parce qu'il faut qu'on communique beaucoup plus qu'avant pour se faire connaître. Alors ce sont les nouveaux challenges. Et c'est difficile. Et c'est difficile. Et c'est difficile parce qu'on avait jusqu'à présent aussi un marché de place qui était assez intéressant et assez fort. Nous, par exemple, on vendait Fontenil pour moitié en primeur à la place de Bordeaux et on gardait une autre moitié, nous, pour avoir toujours des vieux millésimes à pouvoir proposer au restaurant
aux particuliers, à différents importateurs qui auraient été intéressés pour pouvoir vendre des millésimes à boire. Parce qu'aujourd'hui, les gens n'ont pas d'argent pour investir, ils n'ont pas de lieu de stockage pour stocker convenablement les vins. Donc ça, ce travail, c'est nous qui le faisons. C'est pour ça qu'on a 10 ans en stock pour essayer de vendre des vins prêts à boire. I was watching Christopher. I was like, I knew you'd find a wine. On a visité Château Fontenille en Fronsac. Vous avez fait visiter, vous avez montré vos vins, vous avez appelé vos vins. Quel est votre rôle dans le domaine viticole? Alors, comme nous habitons Fontenille et que moi je voyage beaucoup moins que Michel à travers le monde, j'ai beaucoup voyagé avec lui, plus jeune, mais là, je suis toujours sur place. Donc, je vois toutes les phases de la vigne, depuis la taille maintenant, jusqu'à la fin des vendanges, jusqu'à l'élaboration du vin. Donc, disons que je suis toutes les étapes de la vigne, tous les travaux qui sont faits. Je décide avec notre petite équipe, parce que comme on a une propriété de 10 hectares, on a 2 personnes à la vigne. Donc je discute avec eux quels sont l'équipe s'est réduite. Avec eux, quels sont les choix à faire. Bon, en matière de taille, j'ai 2 très bons tailleurs, j'ai pas de problème. Mais après, il y a des choix à faire. Des choix parce que c'est des coûts aussi. Comme le faire de l'épomprage, c'est un coût, comme faire des effeuillages, c'est un coût, des vendanges en verre s'il faut, essayer de lutter contre le froid, c'est un coût, parce que si on veut mettre des bougies pour réchauffer un peu, enfin, tout est un coût. Donc, tout ça, je le vis au jour le jour. Et pendant les vendanges, je suis à la table de tri tout le temps. Parce qu'à la table de tri, je vois arriver le raisin. Bon, on l'a beaucoup goûté, le raisin, avant de le couper. Avec Michel, on goûte beaucoup le raisin à la vigne, puisque c'est le goût du raisin. C'est avec le goût du raisin qu'on décide la date des vendanges. Un petit peu avec l'analyse aussi, mais surtout avec le goût. Mais quand le raisin est ramassé, moi je suis à la table de tri en permanence pour voir la qualité de ce qui arrive, pour voir la sélection qu'on doit faire, pour voir si on va érafler ou pas, faire des vendanges entières, pour voir si on va fouler plus ou moins écraser ou pas, et puis après suivre les durées de macération, les températures et tout ça. Je le vis au jour le jour. Comment voyez-vous le rôle de négociateur à l'avenir? Est-ce qu'il est durable ou Bordeaux doit-il trouver une autre voie? Alors, c'est une question très difficile parce que Bordeaux a une histoire qui est vraiment très profonde, qui est grande, et Bordeaux a une histoire, Bordeaux a des terroirs, Bordeaux a un climat. Je ne vois pas du jour au lendemain changer et faire des vins très très différents. On peut jouer sur quelques cépages peut-être, mais je pense que nous, sur nos terroirs argilo-calcaires forts et frais, on n'a pas de problème avec le réchauffement climatique. On a eu plus de problèmes avec la pluie et avec les années froides qu'avec le réchauffement climatique. Mais c'est vrai qu'il y a quand même une remise en question. Est-ce que le monde entier aime le goût de Bordeaux? Est-ce que les gens ont la culture d'attendre un vin? Nous avons fait un déjeuner, on a bu des vins qui étaient des vins aboutis, des vins qui étaient aboutis, qui avaient montré leur évolution en bouteille, qui étaient prêts à boire. Mais si tu vois les vins de 2022, plusieurs sont prêts à boire maintenant, mais aussi avec le potentiel, voilà. Alors ça c'est une de nos idées depuis très longtemps,
c'est que tous les grands millésimes, les bons millésimes, sont des millésimes en général de soleil, où on a un raisin mûr, un raisin bien équilibré. Équilibré, je veux dire, c'est avec un très bon pH et de bons tanins mûrs, pour avoir la balance. Ce qui est important dans le vin, c'est la balance et l'équilibre. Et donc, quand on a ça, même jeunes, ils sont bons à boire. Et on peut très bien boire une bouteille de vin jeune avec un saucisson ou un pâté, au casse-croûte, ce qu'on appelle, nous, le matin. Pizza, voilà. On peut très bien faire ça. Mais par contre, ce millésime qui a du potentiel, on peut aussi espérer qu'en vieillissant, il va nous apporter encore autre chose, encore plus de le charme, la finesse, la complexité. Et donc, on peut avoir l'idée que pour les collectionneurs ou pour des gens initiés, ce puisse être bien. Mais je crois qu'aujourd'hui, on nous ne demande pas 2022, vous, moi, on le trouve très bon. Mais est-ce que les nouveaux buveurs, les gens qui veulent qu'on change de style, est-ce que c'est ce genre de vin qu'ils aiment? Je crains qu'ils n'aiment plutôt les vins très light, très... Oui, mais je pense que le 22, c'est une millésime que les gens en Californie aiment beaucoup. Et ça peut changer le cerveau de ces Buveurs, oui. Consommateurs. Consommateurs. Le 22 beaucoup de fruits. Oui, absolument. Beaucoup d'acidité. Mais il y a aussi beaucoup de vintage comme ça qui sont moins complexes que 22, mais agréables. D'abord, on a bu un 2021. Aujourd'hui, très bon. On a bu, mais le 21 est un peu lean. Oui. Un peu, mais si vous voulez, mon problème, ce que je crains, c'est que les gens dans le monde attendent encore autre chose de Bordeaux. Oui. Mais quoi, je ne sais pas. Et je pense qu'ils pensent que nous sommes une vieille région enfermée dans nos principes, alors que non, on est vraiment open pour tout. On a tous les types de terroirs. Je pense à Bordeaux, c'est là qu'on a fait toutes les meilleures expériences au monde, tout à fait, même pas forcément technologiques, mais de toutes ces expériences qu'on a fait de sensations, quoi, Et je pense qu'on peut guère faire mieux. On a certainement les meilleurs rapports qualité-prix. Si on part des vins de Bordeaux, l'appellation Bordeaux, des vins de Côte, les Fronsac, les Satellites, on a des rapports qualité-prix exceptionnels. Mais on a une image, Bordeaux, on a une image de vieille appellation, avec la notion de château, les grands châteaux, avec... C'est petit. Mais oui, mais justement, l'image de ces grands châteaux, autrefois, elle nous tirait. Ils étaient la locomotive du train. Aujourd'hui, les grands châteaux ne peuvent être achetés que par des collectionneurs ou des gens qui ont des moyens extraordinaires. Oui. Donc, ils se sont détachés un peu. Ils ont détaché le wagon. Les grands châteaux. Les grands. Mais, et après, ils ont... La Fontanille, mais le problème, qui le sait? Qui goûte à l'aveugle? Qui interprète tout ça? Vous êtes un professionnel. Oui. Vous goûtez beaucoup de vin. Vous faites un avis. Mais un consommateur lambda qui n'est pas initié au vin, comment voulez-vous qu'il sache, un Américain qui sache même que Fronsac existe et qui sache que dans Fronsac, ils ont un château Fontenille qui est superbe et qui n'est pas à des prix fous. On manque sûrement de communication sur le sujet. Mais pourtant, on essaie quand même, parce qu'on voyage beaucoup, on parle beaucoup, on a beaucoup de supports avec les blogueurs, avec les journalistes, avec la presse, Mais je pense que la presse française, par contre, n'a peut-être pas fait aussi bien son travail. N'a pas assez défendu, peut-être, Bordeaux et... Enfin bon, ça c'est un autre sujet. Mais bon. Ok.
qu'est-ce que c'est le futur de Bordeaux? Mais oui, c'est la question qui suit la précédente. Moi, je pense que Bordeaux a une telle histoire, de tels terroirs, de telles forces dans ses familles, dans les gens qui sont intéressés, qui travaillent à Bordeaux, que je pense que Bordeaux ne peut pas ne plus exister. Donc le futur, ça va être pour nous de trouver une manière de convaincre que nous sommes pas forcément les meilleurs, mais que nous sommes une région qui mérite qu'on s'intéresse à toutes ces micro-propriétés, à sa diversité. En plus, Bordeaux fait de gros efforts en tout, d'ailleurs, dans l'écologie, dans plein de domaines. Et j'espère vraiment que Bordeaux va garder son âme, parce que on va pas sauver Bordeaux en faisant des vins sans alcool. C'est pas la solution de faire du vin sans alcool. Oh, non, c'est pas. C'est pas la solution de faire que du rosé. Non. C'est pas la solution. Alors, donc il faut quand même conserver à Bordeaux son âme. Mais je pense que c'est beaucoup de travail, on doit se remettre en question, on doit se déplacer, on doit faire goûter, on doit communiquer, on doit, rajeunir notre image. Parce qu'en fait, ce qui nous manque aujourd'hui, c'est une génération plus jeune. Mais cette génération plus jeune, elle ne boit plus beaucoup de vin, pas uniquement de Bordeaux. Et c'est cela qu'il faut avoir, parce que quand ils sont d'une famille viticole, ils ont dans l'esprit l'histoire. Mais quand ce sont des nouveaux consommateurs, ils se tournent plus vers des choses ou plus exotiques, ou uniquement sur la bière, ou sur des sodas. C'est cette culture qu'il faut qu'on éduquer aussi. C'est une forme d'éducation. Mais bon, pour ça, c'est de la communication. C'est beaucoup de dons de soi. Et notre problème à nous, dans nos petites propriétés, c'est qu'on ne peut pas tout faire. On ne peut pas être à la vigne, être à faire les comptes, être à voyager, être pour vendre et pour communiquer. Tout ça, c'est très compliqué. Donc c'est vrai qu'on a besoin de support pour nous aider et on fait le maximum. Mais c'est pas aussi simple d'être à la fois un homme de terrain et un homme de communication. Et la place de Bordeaux nous aidait pour ça, puisque quand on vendait la moitié d'une production ou 70% à la place, c'était une rentrée d'argent immédiate, avant même la mise en bouteille, c'est le principe des primas. Donc c'était un potentiel financier important qui nous permettait aussi de nous développer et de faire d'autres choses. Bon, là aujourd'hui, la place est un peu, nous disons, exsangue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, depuis 2023 et même 2022, ils ont acheté de moins en moins. Et je ne crois pas que 2024 soit la campagne qui va remonter le problème, parce que eux aussi, ils ont beaucoup de stock. Et eux, ils ont du mal à parler des vins. Je le disais à table à midi, quand vous avez 20 négociants qui vendent le même vin, pourquoi ils mettraient plus d'argent de communication dans ce cru que dans un autre? Surtout que quelquefois, c'est leur concurrent qui fait la vente. Donc, alors peut-être ça marcherait mieux avec des exclusivités, mais on sait que l'exclusivité, c'est aussi un carcan, l'exclusivité, parce que si ça marche, mais après, sinon, vous êtes vous êtes out du marché. Bon. Donc, tout ça, c'est des remises en question. Il faut qu'on parle plus, il faut peut-être qu'on reçoive aussi plus les gens, qu'ils voient nos terroirs, nos petites structures, nos familles, notre histoire. Je ne sais pas. Il faut trouver des arguments. Oui. Voilà. C'est une réponse qui needs a longer time. Maintenant, je pose une question qui est un peu personnelle. Si vous voulez pas répondre, je comprends. Pas répondre. À un certain point, votre mari, Oui. Michel,
est une des plus influences et peut-être, pour certains, controversielles figures dans le monde du vin. Comment avez-vous géré cela? Comment j'ai géré cela? Alors, moi je connais Michel évidemment depuis beaucoup plus longtemps que tout le monde. Oui. Voilà. Michel est un grand travailleur qui s'est beaucoup remis en question tout le temps. Je pense qu'il a acquis une expérience et qu'il est un stakhanoviste de la dégustation, c'est-à-dire que il goûte les vins comme un grand sportif fait des balles. Il s'est forgé une mémoire gustative et une manière de se concentrer pour goûter et pour interpréter, pour faire des assemblages. Il faut trouver la synergie entre les échantillons. Donc tout ça, ça a été de longues années de travail. Et je pense qu'il est arrivé à un point où il est un maître en la chose, parce qu'en matière d'assemblage, c'est quand même... Et je pense que, bon, comme toujours, quand quelqu'un réussit, surtout à l'époque où nous avons réussi, qui a été l'époque des années 80, le début de Monsieur Parker, qui lui aussi a été controversé pour ses goûts, alors qu'il faisait la pluie et le beau temps sur le marché. Je pense que quand on commence à avoir une certaine influence, on est obligatoirement critiqué, on est obligatoirement jugé, on est obligatoirement jalousé. Oui. Donc je trouve pas ça anormal. Alors en plus, Michel est un homme de la terre au départ, un vrai Gascon. Nous, les Gascons, la Gascogne, c'est le sud de la France. Okay. C'est des gens qui parlent beaucoup, qui parlent fort, qui sont comme vous, bien en chair, qui sont des épicuriens, mais qui s'expriment. Et donc Michel est un peu comme ça. Il est un peu, c'est un vrai Gascon qui aime parler. Donc quelquefois, évidemment, ça passe plus ou moins bien. Mais par contre, il a aussi une qualité, c'est sa grande discrétion quand il goûte et quand il voyage. Tout ce qu'il fait dans une propriété, tout est gardé pour lui. Ce que je veux dire que jamais il parle de ce qu'il fait dans telle ou telle propriété, de façon à garder son intégrité. Et donc, alors bon, Michel nous sommes très complémentaires parce que lui, il a choisi cette direction du consulting. Moi, je suis beaucoup plus restée à gérer le laboratoire, la famille, à gérer son emploi du temps à lui. On pouvait pas faire la même chose. Un couple qui aurait voyagé autant l'un de côté l'autre, qui aurait fait la même chose, c'était pas possible. Donc, mais par contre, on goûte beaucoup ensemble, on est sur la même longueur d'onde. Souvent, on n'a pas forcément le même goût collé, mais on arrive toujours à trouver un compromis entre nos deux sensibilités, mais c'est normal. Entre un homme et une femme, mais bon, moi, je ne sais pas goûter comme lui, c'est-à-dire que lui, il a 200 échantillons sur la table, il doit faire 3 ou 4 assemblages. Il goûte, il va trouver tout de suite les synergies, mais ça, c'est l'entraînement. Moi, je ne l'ai pas fait beaucoup. Moi, un assemblage de 20 échantillons, ça me va. Mais au-delà, pour moi, c'est surhumain, quoi. Donc, parce que on n'a pas choisi la même direction, quoi. Lui, il a fait que ça toute sa vie. Alors, en plus, c'est un homme de la terre, parce que lui, il a commencé, c'est le premier, quand même, qui a arpenté les vignes, à essayer de comprendre pourquoi une vigne, elle était mieux comme ça, pourquoi il fallait qu'elle soit à plus haute densité, les expositions, les cépages, goûter les raisins, c'est quand même le premier qui a fait ça. Oui. Donc on peut pas dire que c'est qu'un homme de laboratoire, pas du tout. C'est un homme de terrain et qui après a trouvé la manière de s'exprimer par la dégustation. Alors c'est vrai que c'est un caractère pas forcément facile, mais c'est un homme bon et qui a un grand cœur. Oui. Et moi, je n'ai pas du tout... C'est moi qui ai été le plus contrarié par les films comme Mondovino. Ah, moi, je l'aurais cassé la gueule. Hein, Michel disait, bon, on en parle, c'est pas grave.
Mais moi, j'étais très contrariée. Très, très contrariée. Ah, oui. Beaucoup plus que lui. Bon, alors, c'est le genre de la femme. Hein. Nous avons travaillé, comment dire, un peu, bon, lui, évidemment, dans la lumière, puisque c'est son travail, moi, plus dans l'ombre, mais un peu comme une éminence grise. Vous savez, l'éminence grise, c'est celle qui est, chaque roi a toujours une éminence grise, c'est quelqu'un qui est derrière, qui pense, qui propose, et qui souvent dispose. Behind every great man is a great woman. Bon. Is an even better woman. Et l'inverse aussi. Mais la notion d'éminence grise, c'est un petit peu plus différent. C'est quelqu'un qui est dans l'ombre, mais qui apporte sa contribution. Voilà. Et on a essayé surtout, ce qui est très important, comme étant d'une famille quand même, donc de viticulteurs depuis longtemps, on a essayé surtout d'éduquer nos filles, qui elles n'ont pas fait œnologie, mais qui aiment beaucoup la vigne, nos vignes, notre travail. On les a éduquées au vin très tôt. Et il y en a une qui est, elle, plutôt dans l'expertise comptable et les chiffres, mais elle gère toutes les affaires. La seconde est graphiste, mais les deux adorent le vin et les deux veulent garder notre patrimoine, disons, dans la famille. Donc ça, c'est important. Je trouve on les a pas orientées vers l'œnologie parce que c'était peut-être pour elles un peu difficile avec les parents qu'elles avaient de s'exprimer. Et puis bon, elles avaient vu notre vie où on voyageait beaucoup, on n'était jamais là. Donc elles ont choisi d'autres carrières, comme souvent les enfants veulent pas faire ce que font les parents. Mais par contre, on a réussi à les faire aimer le vin, à aimer la famille, aimer ce que nous faisons, et elles sont toutes les deux très impliquées. Et ça, c'est notre grand succès, de savoir transmettre. Parce que je crois qu'aujourd'hui, un de nos plus gros arguments, c'est d'éduquer, même pour le vin, même pour un consommateur. Même dans une famille, un enfant qui a 10 ans, il peut goûter ou la fin d'un petit verre, ou avec son doigt, goûter le vin que son papa va servir à table. Je crois que l'avenir vient dans l'éducation. L'éducation à la culture du vin. Et si on fait pas ça, on va perdre toute cette génération qui n'aura jamais entendu parler de vin, qui n'aura jamais été éduquée. Et ça, je crois que c'est ça l'avenir. Éduquer plutôt que d'interdire. Parce qu'aujourd'hui, on est entouré de gens qui sont des prohibitionnistes ou avec la cancel culture, avec la woke culture, avec le dry January. Regarde s'il y en a fait dry January aujourd'hui. Oh, hein? Very dry. Very dry. Not dry because with Sauterne at the end is not dry. A lot of sugar. Mais non, voilà. Il faut essayer que cette culture du vin soit une base, qu'on éduque plutôt que interdire, plutôt que dire que le vin c'est une drogue, le vin c'est mal, le vin c'est mauvais. Tout ça n'est pas vrai. Il faut éduquer. Oui, l'éducation est le plus absolument plus important. Communiquer avec les gens et éduquer. Voilà. Merci Dani. J'apprécie votre temps beaucoup. Bon, merci. Andre, I think I understood about 95% of that. So that's it. We're not going to do the long extra. We hope you enjoyed that interview. We hope that you got something out of it. And hats off to you, Michael, for pulling that off. What a great interview. Thank you. And if you like that content, patreon.com. That's two guys talking wine. There you go. Oh, and good night. Still a good bottle of wine.